Yosh, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle chronique manga. Aujourd'hui on va parler d'un titre que j'affectionne beaucoup et ce malgré tous ses défauts. Le titre vient de se finir au 25e tome donc et je trouve qu'il est temps de mettre un petit coup de projecteur sur cette série. Il s'agit donc d'un seinen édité chez Doki Doki et ça s'appelle Sunken Rock. Mais d'abord on va parler de l'auteur, l'homme derrière l'œuvre d'art, car oui c'est une œuvre d'art, d'un point de vue graphique j'entends, et à mon humble avis. Donc l'auteur s'appelle Boichi, c'est son surnom, son vrai nom c'est Mujik Park. Pardonnez-moi mais je ne parle pas le coréen, donc la prononciation on repassera. Donc Boichi personnellement je trouve est habité par la grâce de Dieu pour la qualité de son dessin. Ça ne concerne que moi et si t'es pas content bah tu quittes la vidéo mais n'empêche que le mec est quand même vachement bon. Regarde cette planche et ose me dire que c'est moche. C'est toujours de ce niveau-là. Et il faut avouer que ça envoie du lourd. Bon, ok d'accord, après il dessine beaucoup de mecs musclés et beaucoup de très jolies filles, mais on y reviendra. Pardonnez-moi, je m'emballe. Donc Boichi, disais-je, est un mangaka sud-coréen qui a commencé sa carrière sur des titres principalement dédiés au public féminin, effectivement. Et oui, mes braves gens, il n'a pas fait que du muscle, des bonhommes virils et des femmes en petite tenue, il a aussi fait des histoires pleines d'amour et de sentiments, et voilà. Des trucs typiquement féminins, quoi. Avant de se rattraper très largement, sur quoi? Sur du hentai. Voilà, après le classique coup du japonais pervers, tout ça, enfin bref. Mais d'après ses dires, c'était principalement pour se refaire la main au dessin, qu'il avait dû arrêter pendant pas mal de temps suite à quelques soucis politiques, sociopolitiques en Corée du Sud, donc vis-à-vis de la protection de la jeunesse, que je ne saurais plus exactement vous dire ce que c'était, et de toute façon on n'est pas là pour en parler, mais bref, sachez que les mangakas, les manhwakas coréens ont eu pas mal de problèmes vis-à-vis de ce qu'ils pouvaient ou pas publier pour la jeunesse. Donc Boichi s'est donc exilé au Japon et a décidé de se refaire la main sur des titres hentai. C'était principalement pour ça et aussi parce qu'il aime bien dessiner le corps féminin. D'ailleurs ça se voit dans ses œuvres. Mais c'est surtout avec sa série phare Sunken Rock qu'il se fait connaître à l'international donc. C'est qui lui a aussi permis de publier plusieurs petites séries qui n'avaient jamais quitté le territoire japonais. Notamment Hotel, un recueil d'histoires d'anticipation science-fiction en un seul volume donc, qui est aussi édité chez Doki Doki si mes souvenirs sont bons, qui était pas mal du tout, qui frôlait le très très bon, avec notamment la première histoire qui s'intitule Hotel. Les autres c'est des histoires courtes donc qui étaient sympathiques, mais voilà, ça variait plus au niveau de la qualité. Graphiquement c'était très chouette même s'il mettait pas toute son âme dans son œuvre. Sanctum donc, une série qui reprend les mythes chrétiens et qui fait une histoire d'apocalypse un peu style à 2012 mais avec toutes des figures d'évangélisme et d'anges, etc. C'est sympathique mais vraiment sans plus. Toujours graphiquement très bon, c'est Boichi, mais voilà, l'histoire n'était pas phénoménale non plus. Il y avait ensuite HE Hunt for Energy, une série en 3 volumes si mes souvenirs sont bons, qui raconte l'histoire d'un groupe de recherche dont le héros en fait enquête sur la toute-puissance du pétrole et quelles sont les énergies renouvelables qui pourraient être intéressantes pour remplacer le roi pétrole. Après, c'était assez bien construit, c'était assez intéressant de lire, il s'est bien renseigné sur l'efficacité du pétrole, pourquoi on utilise autant le pétrole et quelles sont les énergies qui pourraient être susceptibles de le remplacer. Mais ça en évidence avec beaucoup d'intérêt, on voit qu'il s'est beaucoup documenté. C'était pas mal, mais en 3 volumes c'est difficile de couvrir la densité du sujet, donc il a dû faire quelques concessions, pardon. Voilà, si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Il y avait ensuite Spaceship Khazar, un manga complètement what the fuck, un mélange entre Albator, Toriko et la déconnade de Boichi quoi. Complètement what the fuck en un seul volume, si vous aimez la grosse poilade sans queue ni tête, pourquoi pas. Si vous êtes fan de Boichi comme moi,
vous le prendrez peut-être que pour le dessin, moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, après c'est à vous de voir. Et la dernière série qui nous intéresse plus particulièrement, à part sa série principale, mais bon, ça s'appelle Wallman. C'est une série qui est en fait parallèle à l'histoire de Sunken Rock, qui se produit plutôt vers le 20e tome, voire plus même, techniquement au niveau de la temporalité. Mais voilà, donc c'est une série parallèle à Sunken Rock dans laquelle on va suivre un personnage qui est apparu au tout début de la série et qui a un peu son heure de gloire dans cette saga en 3 volumes. C'était pas mal graphiquement, toujours très bon, et le fait que le 3e tome nous donne une belle petite surprise à la conclusion en fait un incontournable pour ceux qui ont apprécié Sunken Rock ou qui ont envie d'une histoire d'action à mener à 100 à l'heure en 3 volumes. Bref, il y aura encore beaucoup à dire sur Boichi et ses œuvres, mais ici c'est sa saga principale qui nous intéresse et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Donc, Sunken Rock, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Kitano Ken, un jeune japonais parti en Corée du Sud dans l'espoir de conquérir la femme dont il est éperdument amoureux. À un détail près, c'est que la jeune fille prénommée Yumin, étant coréenne, a décidé de rejoindre les forces de police, tandis que Ken, il est arrivé en Corée sans savoir quoi faire, et c'est un gros glandeur au chaume du. En gros. C'est alors qu'au fond du trou, Ken se voit offrir un bol de nouilles par un restaurateur itinérant. Et c'est alors que débarquent des mafieux patibulaires et désagréables au possible qui menacent ouvertement le restaurateur. Ni une ni deux, Ken intervient et défonce proprement les malotrus afin de protéger le brave restaurateur. Cet acte de courage est donc remarqué par Teiso, un jeune mafieux qui décide de prendre Ken pour nouveau chef, sans lui demander son avis. Non, il est direct le Teiso. Voilà donc Kitano Ken, le jeune japonais, propulsé en haut de la pyramide du gang, pyramide qui fait royalement un étage, puisqu'il y a Ken, il y a Teiso, c'est un peu son bras droit, mais il a un niveau égal puisqu'il était chef avant. Il y a la pioche et il y a Marin. Ils sont 4. Waouh. Et ceci marque donc le début de la Sunken Rock Team. Le gang va donc gagner en proportion, évidemment, au fur et à mesure des tomes, et on va voir arriver toute une flopée de personnages tout aussi charismatiques que drôles. Des personnages tels que Benito, l'étalon italien, qui est censé être un futur parrain, coureur de jupons, pas très doué en combat, mais très doué en parlotte, en jugé par toutes les conquêtes qu'il se tape dans le manga. Kailin, la succube du monde Jiri. Quand je dis succube, c'est parce que c'est une grosse tarée des flingues et des couteaux qui s'amuse à allumer tous les mecs qui passent. Ok, comme ça on dirait que c'est un personnage complètement débile. Elle l'est un peu, mais c'est quand même un personnage intéressant au fur et à mesure de la lecture. Les féministes, on se calme. Doun, je ne sais pas. La montagne de muscles qui sert de bélier pour défoncer des portes anti-feu. J'exagère à peine, mais voilà, ça fait partie du fun. Et plein d'autres qui viennent compléter la galerie de personnages complètement déjantés du titre. Pourtant, ils sont tous hyper attachants, on s'attache à eux au fur et à mesure de la lecture. Ils ont tous des motivations très différentes de Ken, et c'est ce qui fait une grosse partie de l'amour que j'ai pour ce manga, c'est qu'ils sont tous super chouettes. Donc chacun va apporter sa pierre à l'édifice de la Sunken Rock Team, chacun avec ses compétences et son passé, et la team va donc gravir les échelons du pouvoir à coups de grosses tatanes dans la gueule. On va donc assister à une montée en puissance assez impressionnante du groupe de la Sunken Rock Team, elle qui a commencé dans la rue et qui va finir à une position politique assez importante. Je vais pas en dire plus histoire de ne pas être spoilé, mais Ken reste très terre à terre, ancré dans la réalité par son passé et par ses valeurs, ce qui en fait un boss très charismatique pour son équipe. Et puis, l'amour se rappelle à lui sous le visage de la magnifique Yumin. Ken décide donc de la retrouver et de tout faire pour obtenir ses faveurs, quitte à perdre sa position et ses avantages, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Yumin est quand même de l'autre côté de la barrière, c'est une représentante des forces de l'ordre, tandis que lui c'est un des malfrats les plus recherchés du pays. Mais Yumin est beaucoup plus que ce qu'elle paraît, et Ken devra affronter son héritage et aussi affronter tout un passé qu'il pensait derrière lui alors qu'il tente de la retrouver. Donc comme je le disais en intro, Sunken Rock est une série que j'affectionne beaucoup, tout simplement parce que c'est un des premiers seinen que j'ai découvert un peu par moi-même et qui m'a mis une grosse claque visuelle en tout cas.
Graphiquement à l'époque, j'avais jamais rien vu de tel et j'ai tout de suite été conquis. Pour l'anecdote, j'ai découvert cette série complètement par hasard. J'étais en train de me balader dans les rayons de ma librairie préférée de l'époque. Lorsque j'ai vu la couverture, je me suis dit « Oh, un manga avec des mafieux vampires, c'est trop cool ! Et en plus, le titre a mon nom dedans !» Non, je t'ai plus, ok, je prends. J'étais pas loin. C'est un mafieux, il a une tête de vampire. Il a une tête de vampire. Regardez-moi ses yeux. J'avais à moitié raison. D'ailleurs, je suis sûr que vous vous demandez comment je m'appelle maintenant. Bande de petits fouineurs. Eh ben, vous le saurez pas. Vous l'aurez donc compris, un des gros points positifs de ce titre, c'est la qualité du dessin et la qualité graphique en général, qui est proprement époustouflante. Boichi le dit lui-même, il a pris des milliers de photos, des gigas et des gigas de photos de ses assistants et de prises de vue de la ville, de la ville et d'environnement pour son manga. Et c'est ce qui donne au titre son ambiance si proche de la réalité. C'est donc avec des poses réelles redessinées que l'auteur parvient à garder tout le dynamisme du mouvement, à se l'approprier avec son dessin et son art, et à le rendre aussi impressionnant que vous pouvez le voir sur certaines de ses planches. Pareillement d'ailleurs pour les éléments de décor et les éléments figés, l'auteur a pris énormément de photos, mais il n'a pas fait que de simples aplats de la photo retravaillés en noir et blanc à la va-vite. Il a vraiment redessiné la photo en entier pour lui donner l'ambiance qu'il voulait, parfois assez crade, parfois plus visuel avec certains effets lors notamment de la pluie, lorsque Ken se promène dans les rues de la ville où il pleut et où il fait nuit. Il arrive vraiment, à partir d'une simple photo prise en plein jour, il arrive vraiment à retravailler tous les détails qu'il veut pour y mettre l'ambiance qu'il veut. Et ça, c'est impressionnant à voir. Mais l'auteur excelle aussi dans tout ce qui est expression faciale, autant la joie, la colère, la haine, la peur, la folie, enfin plein d'expressions, toute la palette d'expressions qu'un personnage va traverser. Boichi arrive à dépeindre vraiment avec brio l'intensité du sentiment qui traverse le personnage. Vous en conviendrez d'ailleurs avec moi, Sunken Rock est quand même une pépite de réalisation. Je vous remets quelques images juste pour vous montrer à quel point c'est beau. C'est beau quand même, avouez. Celui qui dit non, il est de mauvaise foi, je trouve. Scénaristiquement parlant, par contre, c'est là où le bas blesse, c'est assez inégal. Si les débuts du manga sont percutants, surtout dans les 3 premiers tomes, avec des scènes assez violentes et assez crues au final, Boichi nous montre rapidement que son manga est beaucoup plus que de la baston et des petites culottes. Il va vraiment essayer de nous faire comprendre qu'il a des réflexions à amener. En effet, l'un des points de vue importants que l'auteur soulève, après, une fois que vous l'aurez lu, vous ferez votre propre opinion, moi j'ai été assez intéressé par son idée, quoique un petit peu simpliste, mais ça chacun juge. Donc son idée était que l'État, comme il le présente, n'est qu'un gang à un plus grand niveau, à une plus grande échelle. Ce qui en soi est pas faux, évidemment dès qu'il met en comparaison et il étoffe son argument, et effectivement la ressemblance est là, même si évidemment c'est un raccourci assez facile, mais une fois qu'on creuse l'idée, c'est pas idiot, et ça donne une certaine justification au personnage. Bon, évidemment, ça on va pas se lancer dans un discours politique, mais voilà, l'idée est intéressante, et à l'époque où je l'avais découvert, m'avait beaucoup plu. Et c'est d'ailleurs par le personnage de Teiso, le bras droit de Ken, donc, que l'auteur nous transmet tout le savoir qu'il a emmagasiné à propos de l'état de la politique actuelle de l'époque, puisque le manga est sorti à un moment, donc la politique de l'époque, la politique coréenne de l'époque, pardon. Et donc il essaye de nous transmettre ses idées assez contestataires vis-à-vis de ce que l'État est devenu. Dans le même ordre d'idée, l'auteur, qui est pour rappel coréen, n'a pas hésité à taxer son pays de racisme envers les Vietnamiens via l'introduction d'un personnage vietnamien donc, qui est aussi le miroir du personnage principal, Ken, ce qui donne une place assez importante à la culture vietnamienne et au peuple vietnamien dans son œuvre. Nous apprendons donc quelques bases historiques sur l'histoire de la Corée du Nord et du Vietnam pour qu'on puisse bien appréhender et comprendre les motivations du personnage miroir.
afin qu'on puisse se mettre à sa place et comprendre toute sa colère. Donc le manga s'envole dans sa première partie pour atteindre un pic d'intérêt quand l'auteur décide d'emmener la Sunken-Rock Team dans les hautes sphères du crime organisé. Aux alentours du 10e tome, quelque chose comme ça, le héros décide de changer de vie de tout au tout et on va avoir droit à une chute libre d'un point de vue intérêt scénaristique pendant quelques tomes. Alors peut-être était-ce un besoin pour l'auteur de faire une pause dans son manga, mais ça n'enlève rien au fait que c'était scénaristiquement peu intéressant. Il a retrouvé un peu un côté assez ecchi, donc avec beaucoup de jeunes filles dénudées et Ken qui se fait aborder de toutes parts. Scénaristiquement parlant, ça, comme je le dis, ça n'a rien d'intéressant. Il y a quelques éléments qui viennent étoffer un petit peu le personnage, renforcer un petit peu sa détermination de rester incorruptible, mais c'est vraiment tout ce que ça a apporté au manga et ça a duré 4 volumes, 4-5 volumes même. Après l'arc narratif du showbiz, s'ensuit un arc narratif très important pour le héros et surtout pour la confrontation avec son miroir, comme je l'appelais tantôt. S'ensuit donc un arc narratif très important pour le héros qui voit la confrontation finale avec son miroir, le vietnamien donc. Confrontation qui est magistralement mise en scène par Boichi. Là il a vraiment atteint des sommets dans son art. Il y a plein de scènes qui sont époustouflantes de détails. Je ne vais pas vous en parler plus parce que ce serait vous spoiler la surprise. Mais vraiment là il a tapé fort dans son manga. Et, il met une sacrée claque en tout cas. Scène qui est donc très intéressante d'un point de vue scénaristique mais aussi très importante pour le développement du gang et des personnages autres que Ken. Pas mal de personnages secondaires obtiennent un développement assez conséquent et qui est très pertinent. C'est qui nous amène donc à la conclusion de la série avec le dernier tome qui se veut être un tome principalement narratif dans lequel l'auteur décide de faire plusieurs ellipses narratives donc, où on passe de quelques mois à plusieurs années, à quelques mois, à plusieurs années, à plusieurs sauts temporels qui sont assez frustrants parce que ça donne une grosse impression de trop vite au récit, même si c'est nécessaire, à moins que l'auteur aurait pu temporiser un peu, mais alors il sortait encore 2 ou 3 volumes de plus. Bon, là, il a peut-être envie de clôturer sa série, il l'a fait correctement, mais il l'a fait un petit peu trop vite. Et c'est donc une conclusion assez surprenante, bien que amenée trop rapidement, je le disais. Là on voit bien que Kitano Ken est devenu un héros à part entière, on comprend bien tout le chemin qu'il a fait pour amener cette conclusion. Ça plaira pas à tous, mais je trouve que c'était très intéressant et assez bien amené, du moins pour le développement du personnage, parce que sur bien des aspects, Kitano Ken est véritablement un super héros. Il est bourré de qualité, il est inflexible, il est droit dans ses bottes. Il va commettre énormément de sacrifices, il va commettre énormément d'erreurs, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à se battre pour ceux qu'il a envie de protéger. Et c'est ce qui le rend intéressant en tant que personnage et en tant que héros à part entière, c'est qu'il veut protéger le plus grand nombre. Il veut vraiment, il peut se sacrifier pour aider un maximum de personnes. Et c'est vraiment pour ça que ça devient un modèle à la fin du manga, c'est parce que l'auteur décide vraiment de rendre Kitano Ken surhumain, tellement c'est improbable que quelqu'un puisse faire autant pour les autres. L'auteur au tout début nous fait découvrir un gamin un peu naïf et cervelé, un peu bastonneur, gentil certes, mais il le fait grandir à travers sa série, il le fait grandir, il le fait mûrir, et à la fin on quitte Kitano Ken non pas gamin mais véritablement homme, voire même surhomme comme je l'ai dit. Et c'est vraiment ça qui est chouette dans cette série, c'est que la maturité du personnage est vraiment touchante et l'auteur a vraiment essayé d'y mettre un maximum de bonne intention, de modèle à suivre dans son personnage. Kitano Ken, c'est au final un mec qui refuse de renoncer, qui est inflexible, qui s'ancre dans le sol et qui refuse de courber les chines. C'est un gars honnête, c'est un gars qui veut protéger un maximum de personnes, c'est un gars bien. Au final, Kitano Ken, malgré le fait qu'il soit criminel, ça reste un mec bien. Et c'est ça qui est chouette.
On devine donc tout l'amour de Boichi dans son œuvre, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette œuvre, c'est qu'on sent que l'auteur s'est éclaté à réaliser son manga au fur et à mesure des années, il s'est éclaté à définir ses personnages, à définir son personnage principal, Kitano Ken. Je suis sûr qu'il a dû avoir du mal à trouver une conclusion qui suffisait à un personnage aussi génial que Ken, malgré tous les défauts de son œuvre, il y en a quelques-uns. Ça reste une œuvre qui a été menée de bout en bout avec le cœur. Sunken Rock, ça restera pour moi une team soudée comme les doigts de la main et surtout un boss charismatique au possible. Et une petite anecdote pour terminer, et je vous laisse retourner à votre vagabondage sur le net. Le nom de famille de Ken, Kitano, vient du réalisateur japonais Kitano Takeuchi qui s'est fait connaître avec des films de Yakuza qui ont marqué l'histoire du cinéma au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir l'auteur et son œuvre. Likez, commentez, partagez si vous voulez, ça me ferait plaisir. Encore mieux, laissez-moi un commentaire si vous avez aimé, laissez-moi même un commentaire si vous n'avez pas aimé, que ce soit la vidéo ou le manga, j'aimerais bien savoir pourquoi. N'hésitez pas aussi à voir ma page Facebook où il y a quelques petites infos et des petites critiques à la volée sur les titres que je lis et que je n'ai pas le temps de faire en vidéo. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année, à la prochaine, soutenez vos libraires. Ciao! 強くなくたい